on va poursuivre les interventions et puis les débats qui ont commencé hier et qui se sont poursuivis ce matin avec l'intervention de Rémi Lulia, qui est un historien sur lutter contre les extinctions, conserver la nature ordinaire, quel combat historique pour les naturalistes. Alors, ça va peut-être vous paraître un petit peu en décalage, un petit peu curieux, mais cela étant, il faut aussi peut-être que vous le savez tous et que j'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait toujours plaisir de le rappeler, c'est que la question de l'environnement, la question de la biodiversité est aussi des questions qui ont été pris en compte, qui sont interrogées aussi par les sciences sociales et humaines. Et avec l'intervention de Rémi, il s'agit un petit peu d'avoir un autre regard et puis peut-être à court terme, voir comment on peut tricoter ces différentes visions pour travailler sur un objet qui nous concerne tous. Alors Rémi, je te laisse la parole pour 20 minutes. C'est ça, Daniel? 20 minutes. Voilà. Merci Corinne, bonjour à tous. Écoutez, effectivement, je me fais un peu l'impression par moment d'être l'intrus ici, puisque sciences humaines et sociales, en plus historien, et j'arrête mon étude milieu XXe siècle. Donc en plus, là, je prends 70 ans d'écart par rapport au temps présent. L'idée, c'est effectivement d'aller à la recherche un petit peu des certaines origines de nos courants de protection de la nature, à partir des questions naturalistes, hein, donc on est bien sur un milieu savant, et d'essayer de voir dans ces temps un peu plus anciens, encore une fois, une des origines, un moment d'origine de la prise de conscience par les savants des questions de protection de la nature, qu'est-ce qu'on peut trouver qui éclaire les combats présents. Et la question que je vais essayer de développer ici, c'est entre, d'une part, lutter contre les extinctions pour sauver cette nature exceptionnelle, ou au contraire, avoir le souci d'une nature dite ordinaire. Le mot n'existe pas à l'époque, c'est un mot actuel. Finalement, est-ce qu'il y a eu un débat là-dessus et en quoi ce débat-là nous permet d'éclairer nos interrogations actuelles? Donc, juste une diapo pour me présenter. J'ai de multiples casquettes, effectivement. Je suis présenté ici comme président de la Société nationale de protection de la nature. Hein, c'est ma casquette engagée, militante. Je suis aussi un naturaliste amateur de terrain, plutôt ornitho, puis j'étudie un petit peu quand même le castor également. Mais j'ai un vrai métier, c'est professeur agrégé dans le second degré. Hein, je suis professeur d'histoire. Dernier élément, je suis chercheur associé dans un laboratoire qui s'intéresse à l'histoire rurale à Caen, et c'est à ce titre-là en fait que je vais vous présenter cette communication. Donc c'est une communication d'historien et pas de militant engagé. L'objectif, je vous l'ai dit, de ma communication, c'est d'essayer d'examiner ce temps des origines, parce que, comme actuellement, les naturalistes du milieu 19e siècle ou milieu 20e siècle se sont posé les questions que nous nous posons aussi. D'abord, ils se demandent pourquoi protéger la nature. Deuxième type de question, quelle nature faut-il protéger ? Quelle nature, donc, est menacée et digne de cette protection, a besoin de celle-ci? Et puis enfin, la question de l'action se pose tout de suite. Comment aboutir à une protection efficace et réelle? Ces questions, finalement, depuis 2 jours, on n'arrête pas d'en parler. Chacun apportant un éclairage ou une solution par rapport à ça. D'autre part, ça j'aime bien le faire, c'est d'essayer de montrer qu'il y a 2 affirmations globalement, actuellement, qui existent, que je vais essayer de remettre dans une perspective historique. La première, c'est cette opposition qui pourrait exister entre une nature dite exceptionnelle, qui contiendrait une valeur intrinsèque, et une nature dite ordinaire qui aurait uniquement une valeur économique. Deuxième questionnement, c'est le caractère récent de ces interrogations sur cette notion de nature ordinaire, sur cette nature commune et familière. Donc on est bien sur des cheminements historiques que je vais essayer de décrire. On va voir que ces questions-là évoluent dans le temps. Première phase de ma présentation, il y en aura 3. Premier moment historique, hein, je vais dérouler un plan chronologique, c'est le milieu du 19e siècle. Milieu 19e jusqu'à la fin de ce siècle. Clairement, les choses sont évidentes. Il s'agit pour l'homme de se soucier de la part utile, et exclusivement celle-ci, la part utile de la nature. Pourquoi? La conception très largement répandue à l'époque,
mais qui existe encore de nos jours, c'est que l'homme est le maître de la nature. Il est au centre de cette nature, elle a été, entre guillemets, créée pour lui. Il donc a tout pouvoir, toute légitimité pour manier cette nature, la façonner, la travailler. Je vous ai mis une citation de Léon Turel qui dit « L'homme a le droit d'approprier à son usage toutes les espèces créées ». Bon, voilà. Donc l'homme est supérieur à la nature. C'est l'idéologie utilitariste qui se développe à ce moment-là, et qui postule que les espèces et les milieux n'ont de valeur que s'ils ont une utilité directe et immédiate pour l'homme. On ne s'embarrasse pas de subtilité. Bon. Donc l'intérêt à cette époque-là est porté quasi exclusivement sur une nature commune, proche des hommes, car nature utilisée. Effectivement, à l'époque, il s'agit bien de façonner la nature pour bénéficier de ressources. Première thématique, la question des ressources naturelles, qui n'est pas nouvelle au XIXe siècle, qui existe depuis bien longtemps pour l'humanité, mais qui ici trouve un moment un peu particulier avec l'apparition de la Société d'acclimatation. C'est une association sur laquelle j'ai consacré ma thèse de doctorat, avec le premier président, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui est en même temps directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Bon, on est bien dans un milieu naturaliste. Et qui, effectivement, c'est l'idée d'acclimatation, c'est d'aller chercher partout autour du monde des espèces, notamment animales, mais aussi végétales, de les ramener en France métropolitaine, de les amener à s'y reproduire, à s'y habituer, et d'en faire de nouvelles richesses pour le cultivateur, pour l'industrie. Il ne s'agit pas de simplement faire venir des espèces, mais bien de les utiliser. Bon. Les causes de destruction des ressources sont à l'époque bien identifiées. On est au milieu du XIXe siècle. Et quand j'ai entendu un certain nombre de conférenciers énoncer les causes des destructions, moi, ça m'a rappelé effectivement ce que je trouve dans mes textes du XIXe siècle. La surexploitation, chasse, pêche, forêt, les différentes pollutions, qui ne sont pas les mêmes que maintenant, mais il y en avait déjà énormément, la modification des habitats, notamment par les transformations agricoles, qui n'étaient pas sur un régime industriel, mais qui étaient déjà notables dans les habitats, et qui provoquaient déjà des conséquences en matière de nature. Il s'agissait évidemment, c'est un élément particulier tiré de cette idéologie utilitariste, la gestion des nuisibles, puisque s'il y a des espèces utiles, il y en a d'autres qui sont nuisibles, et donc l'homme est légitime pour détruire, éradiquer toutes les espèces qui vont le gêner. Les savants ont leur part dans ce débat-là, puisqu'on va leur demander de classer ces espèces entre utiles et nuisibles. Et c'est bien le point de vue humain qui importe. Je vous ai mis une citation d'un ornithologue, François Lescuyer. Qu'est-ce qui constitue l'utilité ou la nuisibilité des diverses espèces d'oiseaux? C'est le bien ou le mal qu'ils nous font. L'homme est au centre de la nature, toute la nature est jugée par rapport à l'homme. Mais déjà, dès cette époque-là, on voit apparaître des motifs de protection. La première protection, c'est de conserver les espèces utiles. Espèces utiles, essentiellement, c'est ceux qui vont être appelés des auxiliaires des cultures, ceux qui vont manger les espèces qui mangent les cultures de l'homme. Voilà, donc on est bien encore sur cette même vision. Ici, pour expliquer cela, je vous mets un premier document qui vient des États-Unis et qui a été publié dans le bulletin de la LPO en 1919. On y voit donc une scène de guerre où l'homme est relativement absent en tant que personne, avec sur la partie droite des légions d'insectes. Le grand ennemi, c'est l'insecte. Voilà. Là, on ne fait pas dans le détail. Donc des insectes, des vers, etc., qui montent à l'assaut d'une nature anthropisée, clairement anthropisée, il n'y a pas de côté sauvage ici, qui est idéalisée ici. On voit une très jolie ferme, des plantations bien alignées, une nature donc anthropisée, utilisée par l'homme. Et la protection, la seule protection ici présente entre cette nature-là qui est agressive pour l'homme et la nature utilisée, c'est cette tranchée. En 1919, la tranchée, ça parle bien à tout le monde, soyons clairs. Et cette tranchée, le seul rempart, ce sont les petits oiseaux, les oiseaux insectivores, les passereaux, qui sont des oiseaux communs ici, mais qui sont le rempart de l'homme face aux insectes et aux vers. Et la recommandation, c'est de prendre soin de cette nature utile par des nichoirs, d'accord, et en créant des refuges pour oiseaux. Voilà. Donc on a bien une idée qui est de protéger les oiseaux insectivores ici, parce qu'ils sont utiles à l'homme. D'accord ? Donc nature utile, certes, mais premières actions de protection. Autre exemple, toujours dans le bulletin de la LPO, une affiche 1921, adressée cette fois-ci au monde agricole, intitulée « Nos amis les oiseaux ».
on a effectivement une citation que j'ai extraite. « Rappelez-vous sans cesse que la mort d'un oiseau sauve des milliers d'insectes qui anéantissent vos récoltes. La protection des oiseaux est une question de vie ou de mort pour l'agriculture française. » Et donc, dès cette époque-là, on a des volontés d'éducation, notamment des enfants des campagnes, pour éviter qu'ils dénichent les oiseaux, éviter de les piéger, éviter de les engluer, éviter les méthodes de chasse destructrices. Donc, on a bien cette dimension de protection qui existe dès le 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, premier bilan, première étape. Au XIXe siècle, la notion de protection existe. On fait le constat de ces perturbations qui sont clairement dues à l'homme. Là, il n'y a pas de débat. Tout le monde imagine bien que les perturbations de la nature, c'est bien l'homme qui en est responsable. Mais ces premiers motifs de protection sont étroitement dépendants de l'idéologie utilitariste, très clairement. Et donc, elle concerne principalement une nature commune, familière, anthropisée, à laquelle on va attribuer une valeur fonctionnelle utilitaire. C'est ce regard savant qui va se transformer à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. C'est donc ma deuxième phase. Autre savant important, à droite vous avez son portrait, Edmond Perrier, qui est président de la Société d'acclimatation à l'époque, comme Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, qui est aussi directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc on a un parallèle comme ça entre ces deux personnages, et qui dit ceci en 1916. Quand l'homme aura mis en coupe réglée le peu qui reste de forêt vierge, ensemencé de plantes utiles tous les terrains, quand il aura domestiqué tous les animaux qui lui plaisent et détruit les autres, quelle sera la monotonie de son existence sur cette modeste planète transformée en un vaste potager semé d'étables ? 1916. Il me semble que là, on trouve des échos à tout ce qui a pu être dit au cours des 2 jours que nous avons passés ici. Donc la conscience d'un monde en train de se transformer profondément, d'une nature en train, j'allais dire, de s'artificialiser dans sa totalité. Alors, peut-être pas les mêmes connaissances que maintenant, mais néanmoins, ils avaient cette conscience-là. Elle existe il y a déjà plus de 100 ans. Comment cette conscience a pu émerger ? La première façon de la voir émerger, c'est cette opposition utile-nuisible que j'ai décrite tout à l'heure. En fait, très rapidement, les savants s'aperçoivent qu'il est très compliqué pour eux, d'un point de vue scientifique, d'attester qu'une espèce est toujours utile ou toujours nuisible. Ils en viennent donc à contester cette séparation, cette dichotomie faite dans le monde vivant. Et ils développent une notion qui actuellement pourrait être critiquée par la science actuelle, mais qui à l'époque a une grande importance, la notion d'équilibre naturel, qui postule que toutes les espèces sont utiles dans une nature qui ne s'organise plus exclusivement autour de l'homme. On est dans un changement de paradigme complet par rapport à l'idéologie utilitariste. L'homme est sorti, n'est plus le centre de la nature, mais que la nature retrouve un fonctionnement quand l'homme est absent. Donc l'homme devient le perturbateur principal de tous ces équilibres et une valeur intrinsèque va être conférée à la nature, c'est-à-dire une valeur qui n'est plus dépendante de la seule utilité pour l'homme. À cela, je reviens sur des choses qui ont été déjà dites aujourd'hui. La question des extinctions d'espèces va être un élément déclencheur de cette prise de conscience, en même temps que ces constats scientifiques qu'il est impossible de définir l'utilité ou la nuisibilité totale d'une espèce. Pourquoi ? Fin 19e, les extinctions d'espèces sont bien connues, et surtout, les savants s'aperçoivent qu'il y a des extinctions en cours de leur vivant. D'accord. L'exemple ici que je mets, on en a parlé ce matin, c'est le grand pingouin, éteint en 1844, et le pigeon migrateur aux États-Unis qui s'est éteint en 1912, ou 1914. J'ai 1914, voilà. 1er septembre 1914, dans un zoo aux États-Unis, le dernier représentant, une femelle, Martha, meurt, et donc cette espèce s'éteint complètement. Ce qui effraie les savants à cette époque-là, c'est la rapidité de ces extinctions dont ils sont contemporains. C'est le fait que quand ils se sont aperçus et qu'ils ont essayé de lancer des cris d'alarme et d'inverser la tendance, il était trop tard. Trop tard parce qu'on avait atteint des seuils qui faisaient que ces populations-là ne pouvaient plus se rétablir. Et donc ça les effraie énormément. De plus, leur conception s'est considérablement transformée, ainsi que le dit Louis Mangin, qui était également directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris et en son temps président de la Société d'acclimatation. Parmi les buts que vise la Société nationale d'acclimatation, il en est un, vous le savez, qui occupe le premier rang de nos préoccupations. C'est la conservation des espèces botaniques ou zoologiques menacées d'extinction. Donc à côté de ces espèces utiles, on va voir les savants s'engager pour sauver des espèces d'une disparition totale, même si ces espèces ne sont pas utiles à l'homme. Donc on a clairement une valeur qui est donnée à cette nature, à ces espèces-là, qui n'est plus une valeur utilitaire. Et ça va déterminer les actions des protecteurs.
cette logique de porter, ces soucis portés aux espèces, cette valeur intrinsèque donnée à la nature, va trouver un aboutissement dans le concept du patrimoine naturel. On va voir à cette époque-là, début du XXe siècle, une patrimonialisation se mettre en place pour la nature. Je vais prendre l'exemple ici, dont a parlé Bernard ce matin, du castor d'Europe. Je vous ai mis ici non pas une image de castor, mais une image de résultat de l'action de cette espèce ingénieure sur une peuplerée plantée. Bon. Vous voyez qu'on a déjà des problèmes de cohabitation qui se posent. Donc clairement, le castor est d'abord constitué dans l'histoire, je vais très vite, comme une ressource, pour sa fourrure notamment, mais aussi parce qu'il est mangé. Quand il va être raréfié par la chasse et la destruction, il va devenir une espèce nuisible. Pourquoi? Parce qu'il coupe des arbres, il fait des barrages, il inonde des portions de vallées, et il mange des cultures. Et donc, il va être persécuté. Donc, vous voyez, chassé parce qu'il est utile, persécuté parce qu'ensuite, il devient nuisible. Et donc, il est réduit à quasiment rien au début du XXe siècle. On estime qu'il y a quelques dizaines d'individus qui restent dans le Bas-Rhône autour de 1900. Mais c'est à ce moment-là, en 1909, qu'il va être protégé dans les 3 derniers départements français où il existe, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, protégé alors qu'on le considère comme étant un nuisible. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé en tant qu'historien. Comment peut-on, à cette époque-là, décider de protéger une espèce dont tout le monde, que ce soit les agriculteurs, les riverains, les politiques locaux ou même les savants naturalistes, tout le monde considère qu'il est nuisible. Et on le protège quand même, on interdit sa destruction. Pourquoi? Parce que les mentalités, là, ont changé considérablement. On considère, et je cite Galien-Mingot, qui est directeur du Muséum des sciences naturelles de Nîmes, 1909, il considère que donc, les conseils généraux ont répondu au désir de tous ceux qui voyaient avec peine disparaître la question des extinctions, de notre grand fleuve méridional et de notre faune, un mammifère aussi intéressant qu'utile. Intéressant parce qu'il existe dans cette nature, utile pour l'équilibre naturel. Pas utile pour l'homme, utile pour l'équilibre naturel. Et donc s'il disparaît, la nature perd quelque chose. D'accord ? L'homme peut-être pas grand-chose, mais la nature perd quelque chose. Et donc on va le protéger pour cela. Ce n'est pas juste quelques savants qui disent ça, puisqu'il y a les conseils généraux qui ont voté la protection, validée par les préfets. Donc on a là clairement un discours savant qui arrive à irriguer les élites politiques de l'époque. Donc on a une protection patrimoniale et éthique qui va se mettre en place, qui va être fondée sur la valeur attribuée pour une première fois à une espèce sauvage et la crainte de son extinction. On n'est plus ici sur un souci porté à cette nature familière, commune, utilisée, mais on est un souci porté à une nature estimée exceptionnelle qu'il va falloir sauver parce qu'elle est extrêmement menacée. Ce n'est pas le seul courant à cette époque-là, donc la question portée aux animaux sauvages, qui va développer cette notion de patrimonialisation. On va trouver la même logique à propos des forêts. Je vais aller un peu plus vite. Sur les forêts, d'abord, la question des ressources est déterminante. C'est pour ça qu'on va protéger quelques forêts dans les îles tropicales dès le XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'on va reboiser aussi les montagnes pour éviter les érosions liées aux inondations et puis recréer une ressource bois. C'est ça l'idée de ce reboisement des terrains de montagne. Mais on voit apparaître, à partir du milieu du XIXe siècle, une vision différente de ces forêts, une vision esthétique, la forêt de Fontainebleau en est l'archétype, une vision esthétique, artistique, qui va demander la protection d'une forêt parce qu'on estime cette nature vierge, entre guillemets, exceptionnelle, et qu'on ne veut surtout pas qu'elle soit dénaturée par l'homme. Et c'est comme ça qu'on arrive à protéger les séries artistiques à Fontainebleau, les créer. Et ça va déboucher sur le mouvement qui va être la protection de ce qu'on va appeler les monuments naturels. Ici, je vous ai mis une photo du parc de la Bérarde, qui a été créé en 1913, sur ce motif-là, un motif esthétique, artistique. Donc on va définir le concept de monument naturel, comme il y a celui de monument historique à la même époque. C'est la même logique. C'est-à-dire que l'humanité a une responsabilité par rapport aux héritages qu'on lui a laissés. Monument historique, héritage que les hommes ont laissé. Monument naturel, les héritages que la nature lui a laissés. Et il doit les sauvegarder pour cela. Donc cette logique de patrimonialisation, on l'a toujours de nos jours. On la pratique et on la met en avant dans nos combats. La notion de patrimoine, et notamment de patrimoine naturel. Donc, deuxième petit bilan, au début du XXe siècle, autour de 1900, donc, on a des conceptions favorables à la protection qui sont bien développées. Elles sont diffusées, je vous l'ai expliqué à propos du castor. Et en fait, à côté, je dis bien à côté, ça ne vient pas le remplacer, à côté des soucis portés à la nature dite utile, on voit surgir une volonté de sauvegarder une nature exceptionnelle, un patrimoine naturel. Bon. Mais reste la question de l'action efficace à mener. Comment réussir à protéger à la fois cette nature utile et cette nature exceptionnelle ?
Eh ben, ça va être la grande question du début du XXe siècle. Et cette question se pose avec un événement déjà fort, 1912, un premier moment, qui voit à la fois la création de la LPO, qui est issue de la Société d'acclimatation, 1912, et la création en même temps de la première réserve ornithologique de France, celle des Sept-Îles. Je vous ai mis à droite le panneau qui a été apposé sur l'île Rouzic en 1912 pour indiquer que la chasse est interdite sur cet archipel. Ici, il s'agit d'éviter l'éradication du macaron moine. C'était la seule colonie à l'époque de macaron moine en France, qui était massacrée par des chasseurs du dimanche. Donc en interdisant la chasse, on veut sauver le macareux. Soyons clairs, le macareux, il ne sert à rien à l'homme de l'époque. Donc là, on est bien dans l'idée de sauver une nature exceptionnelle. Donc au début du XXe siècle, c'est bien cette idée-là qui va féconder les actions des naturalistes protecteurs, c'est les réserves ou l'idée d'une protection intégrale, les réserves naturelles intégrales. Il s'agit clairement de mettre la nature hors d'atteinte de l'homme. Voilà. D'une part pour protéger des sites naturels exceptionnels, pour sauver des espèces menacées, et notamment menacées d'extinction, et puis aussi pour donner pièce à l'idée que si on retire l'homme, la nature va se réparer d'elle-même. Donc c'est bien l'homme qui est désigné très clairement là comme l'ennemi numéro 1 de la nature et de son équilibre. Donc on veut exclure l'homme pour sauver une nature vierge. On écrit aussi qu'on veut sanctuariser cette nature exceptionnelle. Donc la Société d'acclimatation à l'époque demande avec d'autres la création de parcs nationaux et en fait ça ne se produit pas. On n'a pas de parcs nationaux. Et donc on va voir apparaître des actions de protection menées par les savants naturalistes qui vont déboucher sur la création des premières réserves naturelles intégrales. 1927, une opportunité exceptionnelle permet à la Société d'acclimatation de créer la réserve de Camargue, qui existe toujours de nos jours et qui est gérée par l'association qui a succédé à la Société d'acclimatation, la SNPN, donc Société nationale de protection de la nature. La même association va créer 2 autres réserves, 1935 dans le Néouviel, 1936 le Lausannier. Parallèlement, la LPO, qui se sépare progressivement de la Société d'acclimatation, va continuer sa création de réserves ornithologiques, Mormal, les falaises de Ménilonco, le Cap Fréhel. Voilà. Donc on a une dynamique qui n'est pas liée à l'État, mais qui est que les naturalistes prennent leurs responsabilités et essayent d'agir pour sauver cette nature estimée comme étant exceptionnelle. La Camargue, c'est clairement ça, l'image. On veut sauver une nature qu'on estime totalement unique. Je vous ai mis là quelques exemples de Sonsouir, par exemple, qui abrite des espèces aussi menacées. C'est le cas des flamands, qui vont très mal en ce début de XXe siècle. Ils vont mieux maintenant. Et donc c'est bien cette nature sauvage, vierge, où il n'y a pas d'homme. On imagine qu'il n'y a pas d'homme et qu'il n'y a pas de place pour l'humanité qu'on veut mettre sous cloche. Mais ce n'est pas la seule façon d'agir en ce début du XXe siècle. Et parallèlement, on va voir d'autres actions se développer, des actions beaucoup moins visibles, que l'on connaît, nous, naturalistes, beaucoup moins, parce que ce qu'on va connaître, nous, c'est les parcs nationaux, c'est les réserves naturelles, mais il y a bien d'autres actions à bas bruit qui sont menées à cette époque-là, qu'on a totalement oubliées. Ces actions, c'est essentiellement la LPO qui va les développer à cette époque-là, à travers 3 thématiques ici. D'une part, la thématique des mangeoires, et des nichoirs, c'est-à-dire qu'on accueille chez soi, on rend son jardin favorable à la présence de cette nature tout à fait commune. Voilà. Et puis on va avoir cette dynamique des refuges pour oiseaux, qui a été lancée à partir de 1920 par la LPO. Et l'idée est très simple, c'est de faire de chaque jardin, de chaque portion possédée par un sympathisant, un refuge pour la nature. Pas une nature exceptionnelle, c'est pas les macareux, c'est pas le castor qu'on veut y héberger. C'est cette nature ordinaire commune. Donc dès 1920, on voit cette dynamique se créer et elle prend. On est en 1930 avec plus de 1000 refuges LPO qui existent en France. 5 ans plus tard, on est à 2000. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui intéresse les sympathisants. Simplement, c'est quelque chose qui se fait chacun dans son coin et qu'on ne voit pas apparaître dans nos livres d'histoire en disant l'histoire de la protection de la nature, elle oublie ces petites tâches quotidiennes qui ont été faites par certains militants. Voilà, donc je termine sur cette conclusion. Donc effectivement, la protection de la nature en France est née clairement de constats, d'abord portés sur une nature commune, familière. Petit à petit, on va voir ce regard-là se compléter avec un intérêt porté à la nature exceptionnelle, considérée comme étant un patrimoine de l'humanité. Les actions en faveur de cette nature dite ordinaire sont beaucoup moins visibles.
que celles qui concernent cette nature exceptionnelle. Je vais terminer avec un premier élément qui est l'annonce d'un colloque qui va justement s'intéresser à ces questions-là le 11 et le 12 décembre prochain au ministère de l'écologie, à la Tour Sequoia, à la Défense. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, les places sont limitées. Voilà, et on va notamment évoquer ces questions. Et puis je vais terminer, mais comme tout bon historien, revenir aux sources et vous proposer une citation. Et je vous dirai après d'où est-ce qu'elle vient. Une citation qui est en lien direct avec la thématique, qui est la 6e extinction. Donc, animaux en voie de disparition. Par nécessité, par avidité de gain ou par jeu, l'homme a, au cours des âges, pourchassé les bêtes. Il a mis à détruire certaines d'entre elles un acharnement si grand qu'on estime que depuis 2000 ans, 110 espèces de mammifères ont disparu et que 600 autres sont en voie d'extinction. Ces disparitions peuvent être attribuées principalement, 2 points, au déboisement et à l'extension des cultures, aux introductions malheureuses, aux destructions inconsidérées avec des armes toujours plus meurtrières. Les oiseaux, les insectes et le règne animal dans son ensemble sont menacés par l'abus des traitements insecticides massifs. La portée des destructions de la faune entomologique est plus grande qu'on ne le croit généralement, et les répercussions s'étendent à la végétation qui perd ses agents pollinisateurs. Cette rupture d'équilibre est une des plus typiques et des plus spectaculaires. Lourde perte pour l'humanité, ces extinctions. Ces extinctions nous privent de la beauté et de la diversité de certaines formes animales. Éliminent des sujets d'étude pouvant se révéler très importants pour la compréhension de la vie dans le monde. Nous enlèvent peut-être des sources de richesse comparables à celles que représentent pour l'homme l'abeille ou le cheval. Quelle date, d'après vous ? 1961, le premier numéro du Courrier de la Nature. Voilà. 1961, qui était sorti à l'occasion d'une exposition consacrée à... c'était un salon international de la nature, la foire de Paris, 18-29 mai 1961, guide de l'exposition Protection de la nature. Il me semble que les lignes que je viens de vous lire nous rappellent beaucoup des discours qui ont pu être tenus hier et aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci Rémi pour cette communication très intéressante et surtout aussi également pour avoir parfaitement tenu le temps d'intervention. Le temps pour une ou deux ou trois questions, Daniel ? Oui. Oui. Bonjour. Oui, j'aimerais bien avoir votre réaction. Pour fréquenter en même temps pas mal de conseils, CCRPN, conseils départementaux chasse faune sauvage, etc., j'ai l'impression que les concepts qui existaient donc au 19e et au 20e siècle sont transposés tels que pratiquement dans la plupart des débats qu'on peut avoir. C'est-à-dire que finalement, il y a l'intégration des concepts d'écologie récents qui permettrait de changer la nature des débats. En gros, tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec la notion autour des unités taxonomiques, etc., la systémique, etc., y est très très peu présente. Et là, je dirais dans notre camp. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas en tant qu'historien ? Est-ce que vous voyez un changement de la nature du débat dans l'actuel ou pas ? Je parle, moi, pratiquement dans les conseils. Effectivement, il y a une difficulté, on l'a dit à plusieurs reprises, actuellement aux scientifiques de parler aux décideurs. Maintenant, c'est vrai que sans doute les concepts les plus récents, les analyses les plus fines actuelles de la science écologique ne sont pas forcément présentes ni dans les médias, ni dans les programmes scolaires, on l'évoquait ce matin, ni dans tous ces conseils. Je mets à deux côtés peut-être les conseils scientifiques, où là, on a quand même des visions. Enfin, moi, pour pratiquer le conseil scientifique de la réserve de Camargue et celui de Grandlieu, effectivement, on essaye de faire de la bonne recherche, c'est-à-dire en prise avec le monde actuel. On essaye, c'est pas toujours évident. Voilà. Mais moi, je renverserai la question. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le vrai débat ? Est-ce que le vrai débat, c'est d'améliorer nos constats par la science écologique actuelle ? Ce que je vous ai montré, c'est que dès il y a plus de 100 ans, globalement, on savait quel était le problème. C'est le modèle de développement industriel. Alors on n'avait peut-être pas finement les mêmes polluants, on n'avait peut-être pas les intrants agricoles, on n'avait peut-être pas les mêmes pesticides, etc. Oui, évidemment, mais le concept fondamental d'un homme qui est trop présent dans la nature et qui la façonne à son image et qui intervient massivement, déjà présent dès l'époque. Les transformations de l'agriculture dont on a parlé hier, dont on a encore parlé aujourd'hui, au 19e siècle, ce n'est pas des transformations forcément très chimiques, mais elles ont quand même des impacts mesurés, importants, enfin
mesuré, constaté à l'époque sur cette faune sauvage. Là, les haies arrachées, le remembrement, l'intensification agricole, elle existe déjà dès cette époque-là. D'accord ? Et les naturalistes sont parfaitement conscients que ça provoque des dégâts. Donc je dirais que les idées, l'essentiel, il est déjà présent. Donc effectivement, ce qu'apporte la science actuellement, c'est plus de précision, un regard différent, mais fondamentalement, ça ne change pas le constat de départ, hein, et la responsabilité humaine. Et ça ne change pas la solution qui est de changer de trajectoire, que l'homme change sa trajectoire de développement. Oui, moi je voudrais faire simplement deux remarques pour prolonger ce qu'a dit Rémi, plutôt que deux questions. La première concerne les causes réelles de la protection de la nature qui ne sont parfois pas évidentes ou qui sont dissimulées. Je pense en particulier à un travail qu'a fait Patrick Janin, qui était là jusqu'à midi, sur Oustalet. Oustalet, qui a été directeur du Muséum d'histoire naturelle et qui a joué un rôle tout à fait important pour la conclusion de la Convention de Paris de 1902 sur les oiseaux utiles à l'agriculture, ce que tu as très bien évoqué. Et Patrick Janin, analysant un certain nombre d'écrits d'Oustalet, a montré que l'évocation ou l'invocation de l'utilité pour l'agriculture n'excluait pas d'autres raisons. Et en particulier, on voit très bien que Oustalet était ornithologue et son objectif premier, sans doute plus que l'agriculture, c'était la protection des oiseaux, qui d'ailleurs était très menacée à cette époque. Je vais faire une deuxième remarque aussi sur les parcs nationaux, qui sont effectivement une institution qui, dans sa forme moderne, repose sur la loi de juillet 60. Mais dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de parcs nationaux ont été créés en France, mais outre-mer, dans les 3 colonies d'Afrique du Nord, et aussi en Afrique occidentale française, et aussi à Madagascar. Oui, merci de tes deux remarques, Jean. Effectivement, Émile Oustalet, mais comme tous les savants de cette époque-là, peut avoir un discours, j'allais dire, officiel et scientifique, et il a son fort intérieur. Et c'est très compliqué, quand on étudie ces savants, d'arriver à trouver les sources qui nous permettent de connaître leur fort intérieur, c'est-à-dire ce qu'ils pensent, non pas en tant que savants, mais en tant qu'homme ou que citoyen. Moi, je suis arrivé à trouver des éléments, mais concernant des naturalistes amateurs, qui, au détour de tel article, moins carré scientifiquement, expriment une opinion personnelle. Et là, on arrive à révéler le fait que derrière ces motifs utilitaristes se cachent bien souvent des raisons éthiques personnelles. Voilà. Donc je rejoins tout à fait ce travail sur Émile Oustalet. Concernant les parcs nationaux, moi la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que dans les années 20, parce que c'est surtout dans les années 20, on a réussi à créer des parcs nationaux dans les colonies françaises et pas en métropole? Parce que justement c'était des colonies. Et que exclure des non-citoyens d'un certain nombre d'espaces, c'était facile à faire dans les colonies, puisque c'était des non-citoyens. Exclure des citoyens en France de territoire pour, je caricature, mettre sous cloche la nature, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'État n'est pas prêt à le faire. Il a en mémoire les protestations liées au reboisement des terrains de montagne, où beaucoup de communautés villageoises ont manifesté, parfois violemment, en disant « mais vous nous enlevez nos moyens d'existence ». Et là, on parle de citoyens qui votent, qui ont des élus, et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Dans les colonies, c'est des indigènes, hein. Ils n'ont pas le droit de vote, ils ne sont pas citoyens, et donc en plus on considère qu'ils exploitent mal leur environnement naturel, ils ne savent pas faire, il y a un discours donc supérieur qui leur est apposé, et donc on peut les exclure sur de vastes ensembles. Et on les exclut violemment parfois en les faisant déménager. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence de création. Une intention qui peut se réaliser dans les colonies, mais qu'on n'arrive pas à réaliser en métropole. Oui, mais avec, j'allais dire, presque un volontariat, en quelque sorte, de l'administration forestière qui a saisi, avec une réussite mitigée, mais néanmoins, c'est une première tentative très intéressante, effectivement. Sur des terrains domaniaux. Oui. Bonjour. Ici.
Déjà, félicitations pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est la période que vous étudiez. Ah, ça marche ? Oui, pardon. C'est la période que vous étudiez. Alors moi, je ne suis pas du tout naturaliste. Je suis ingénieur en fait, de formation et je suis passionné par les questions d'énergie. Et la question que je me pose, est-ce que finalement la protection de la nature et tout ce que vous venez de parler, en fait, ne s'est pas développé en fait avec l'abondance énergétique dans laquelle on vit aujourd'hui. Je m'explique. On a vécu toujours dans de l'agriculture en essayant de l'optimiser de la meilleure des façons. Et au moment où on a de l'énergie en abondance pour pouvoir la développer de mieux en mieux, finalement c'est là où apparemment commencent à être évoquées des questions de protection de l'environnement et du protection de l'inutile entre guillemets dans l'agriculture entre guillemets. Voilà. Du coup ma question c'est est-ce que c'est pas lié, c'est pas corrélé? Voilà. Oui, c'est possible. Après, ça dépend quel registre de causalité on va développer. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'avec cette énergie abondante, on obtient suffisamment, de possibilités de vivre qui nous feraient nous tourner vers la protection de l'environnement. On dit toujours la protection de la nature et de l'environnement, c'est un luxe de pays riches. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais on peut aussi inverser la réflexion, c'est-à-dire qu'avec cette énergie et notamment ces transitions industrielles qu'on a pu voir se développer à partir du XVIIIe siècle, notamment en Europe, est-ce que c'est pas l'homme qui obtient les moyens de détruire, qui va lancer ces destructions, qui vont faire qu'à ce moment-là, on va constater des destructions effrénées, rapides, massives, et qui vont nous faire conscientiser cela. Vous voyez ? Donc, entre les deux, qui domine, enfin, je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, au XIXe siècle, il y a une grande question fondamentale qui est issue de la période moderne en France, c'est la crainte de la disette. La population française est en train de croître démographiquement, et on craint par-dessus tout de ne plus avoir les ressources alimentaires. Il y a, au cours du 19e, notamment dans la première moitié, des épisodes de tensions alimentaires fortes qui génèrent d'ailleurs des troubles politiques, etc. Il y a des liens là qui sont étroits. Et donc cette question, ce souci porté sur la nature utile vient aussi de cela. Il faut absolument arriver à nourrir tout le monde pour éviter les révolutions, pour éviter les disettes, les famines. Voilà. Donc du coup, tous les moyens techniques et de progrès sont bons pour aller dans ce sens-là. Ça devient l'objectif majeur. Merci beaucoup, Rémi. Merci encore pour cette intervention très éclairante.